Au sommaire de cette édition, la commémoration de la Journée internationale du travail à Ouagadougou. Les syndicats placent la reconquête de l'intégrité du territoire national et le respect des libertés syndicales au cœur de leur commémoration. Sous la houlette de l'unité d'action syndicale, ils ont organisé une marche-meeting. Dans cette édition, nous serons dans la salle Canal Olympia au quartier Pissi pour la grande première du long métrage de la réalisatrice ivoirienne Kadi Touré, intitulé Marabout Chéri. Le film est un cocktail d'humour et d'émotion. Vous aurez aussi les échos de la 27e journée du championnat national de Ligue 1. Majestic était opposé à l'AS Douane ce week-end. Score final 3-2 pour l'AS Douane. Réaction et commentaires à suivre dans ce 20h. Bonsoir, merci de nous suivre. Nous sommes le 1er mai, jour férié et dédié à la fête du travail à Ouagadougou et comme il est de coutume, les travailleurs se sont réunis autour des centrales syndicales et syndicats autonomes pour la célébrer. Partis de la Bourse du Travail, ils ont rallié le ministère de la Fonction publique avec en main une plateforme contenant plusieurs points de revendication. La garantie de la sécurité des populations et le respect des libertés démocratiques et syndicales sont au cœur de leur doléance. Alexis Winkouni Belmnaba pour plus de détails. Les arrestations arbitraires. Mobilisation et lutte pour plus de sécurité pour la population, mobilisation et lutte pour l'audit des fonds alloués à la sécurité, non aux arrestations arbitraires, mobilisation et lutte pour l'adoption du code de travail favorable aux travailleurs. Voici quelques expressions scandées par la Confédération générale des travailleurs ce 1er mai, réunis au sein de l'unité d'action syndicale. Essai de la Bourse du Travail à la BCAO en passant par la cathédrale, l'itinéraire suivi par les travailleurs pour rejoindre le département de Bassoma-Bazi pour remettre la plateforme revendicative. Aussitôt reçue par le chef du département en charge de la fonction publique, elle est transmise au chef du gouvernement, Maître Apollinaire Kilem de Tambela. Cette plateforme revendicative de 5 points traduit un certain nombre de convictions de l'UAS concernant la marche de la nation. La sécurité des populations et de leurs biens sur l'ensemble du territoire, les mesures contre la vie chère, l'accès au logement et à la terre, le respect et l'élargissement des libertés individuelles et collectives et la promotion du travail décent, l'assainissement, la gestion des ressources nationales et une véritable souveraineté nationale. Sur un certain nombre de points, le chef du gouvernement apporte des réponses, notamment sur le code du travail. Pour ce qui concerne le code du travail, le ministre Bassolma est là, il est déjà ficelé. Maintenant, les débats se trouvent au niveau de l'Assemblée législative de transition. Mais nous espérons que nous pourrons arriver à un compromis pour qu'il soit adopté. Vous avez émis un ensemble de vœux. Il n'y a pas longtemps, nous avons tenu un conseil de cabinet. Nous avons examiné toutes les doléances que vous avez soumises. Et je pense que bientôt, vous recevrez une correspondance de notre part qui va vous exprimer, n'est-ce pas, les compromis auxquels nous sommes arrivés. Et je pense que vous en tirerez satisfaction. La promotion de la méritocratie dans l'administration publique n'est pas occultée, mais le chef du gouvernement de rappeler la priorité du gouvernement de la transition. La priorité des priorités doit être la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la vie des populations. C'est ça notre priorité à l'heure actuelle. Donc c'est pour cela que nous avons créé, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les fonds de soutien de la patrie. Donc je vous invite tous, n'est-ce pas, à contribuer à alimenter ce fonds-là. La nation est en péril. C'est parce qu'il y a un territoire qui s'appelle Burkina Faso. C'est parce qu'il y a une population qu'on appelle burkinabé. Qu'il y a des patrons sur ce territoire. Qu'il y a des travailleurs sur ce territoire. Si le territoire disparaît, aucun droit ne saura subsister. Que ce soit le droit à l'emploi, le droit à la création d'entreprises, le droit d'expression, tout va disparaître. La revendication n'est ni une guerre ni de la haine, indique le chef du gouvernement. Tous ont la même préoccupation, la survie de la nation et de son développement. Une collecte de fonds est initiée par l'unité d'action syndicale afin d'apporter son soutien aux personnes déplacées.
Plus d'une semaine après, le drame de Karma suscite toujours diverses réactions au sein de l'opinion. Le sujet a largement été abordé également par Geoffroy Vaha et ses invités au journal du dimanche soir. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Karma? Qui en est le responsable? La réaction des invités de Geoffroy Vaha à suivre avec Maxime Jean-Hugues Bambara. Drame effroyable et regrettable. Voilà comment les invités du journal du dimanche soir qualifient les événements survenus le jeudi 20 avril dernier à Karma, dans le Yatenga. Une soixantaine de personnes auraient été tuées par des personnes arborant des tenues de l'armée burkinabé, selon un communiqué du procureur du Faso. En attendant les résultats des enquêtes, les supputations vont bon train, mais difficile pour le sociopolitologue ou le PPIN de tirer des conclusions. Il serait donc hasardeux d'émettre déjà des jugements. Voilà, dans la mesure où nous n'avons pas tous les éléments d'information, en dehors des supputations que nous entendons par-ci, par-là, une suspicion donc sur peut-être des groupes qui auraient donc emprunté les tenues de FDS pour commettre ce massacre et faire endosser ça par notre armée. Et il y a aussi l'autre thèse ici voilà, qui dit que non, ce sont nos FDS voilà, qui ont commis ces actes. Donc du coup on se retrouve donc sur deux thèses contradictoires et seules les enquêtes peuvent révéler donc la vraie réalité des choses. Pour Abdoulaye Boyena Mamoudou Riza, Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, le drame de Karma laisse jusque-là interrogateur. Beaucoup de questions, très peu de réponses pour le moment. Il faut que les enquêtes évoluent rapidement pour qu'on puisse situer les responsabilités, pour qu'on puisse avoir la sérénité pour continuer la guerre, parce que actuellement c'est ça l'objectif principal. La guerre des chiffres est déclenchée. Le communiqué du procureur du Faso parle d'une soixantaine de morts. Les rescapés du drame en conférence de presse indiquent 147 personnes tuées. Du côté du CISC, collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, l'on dénombre 136 morts selon son secrétaire général, Dr Daouda Diallo. Il y a certains de nos représentants qui ont pu suivre et donc ils ont suivi et ils ont pu aussi compter en termes de nombre hommes, femmes, enfants et autres. Donc voilà comment c'est physiquement. Et puis quand on s'entretient dans ce genre de travail, comme c'est rigoureux, on n'a plus du temps. Voilà pourquoi on a pris toute une semaine pour pouvoir le faire. Tout en saluant la promptitude avec laquelle le gouverneur de la région a reçu les ressortissants de Karma, le sociopolitologue Olo Pepin interpelle les autorités à davantage communiquer afin de faire barrière à ceux qui voudraient faire de la récupération. Quand déjà on voit des gens qui sont à un niveau très élevé de la responsabilité commencer à parler de génocide, vous voyez ce que ça fait? Il appartient aux autorités de bien encadrer ce problème, de sorte à bien circonscrire, afin que des exploitations malsaines ne puissent pas se faire. Chaque notion, du point de vue légal, répond à une définition. Quand on parle des génocides, en fait, il y a trois éléments constitutifs. Il y a une certaine planification, il y a le critère planification, deuxièmement, il y a le critère ciblage, et troisième critère, c'est l'ampleur. Abdoulaye Boyena, quant à lui, invite les populations et les organisations de la société civile à donner la possibilité non seulement aux autorités locales d'assister les rescapés, mais aussi à la justice de faire son travail. Je voulais dire que par rapport à ce mot génocide-là qui est sorti, et on sent réellement une intention de récupération. Parce que si vous voyez d'où c'est venu, la CEDEAO, certains députés qui sont contre le Burkina au niveau de l'Europe là-bas, vous voyez clairement qu'il y a une intention de récupération qui est derrière. Mais l'exemple est mal tombé, parce que l'exemple de Karma vient battre en brèche toute possibilité d'aller vers le génocide. Parce que jusque-là, il y avait effectivement une certaine communauté qui subissait les exactions entre griffes. Mais cette fois-ci, c'est un contre-exemple. La CEDEAO a indiqué dans un communiqué que le ciblage des communautés peut être traité comme un génocide selon les dispositions de la Cour pénale internationale. Une réaction de la CEDEAO qui, pour le sociopolitologue Olo Pepin sonne comme une indignation sélective. Il y a une indignation sélective. Nous ne sommes pas au premier quand même événement malheureux. Nous sommes allés de drame en drame dans ce pays. Nous sommes allés de massacre en massacre. Et même souvent, il y a même des massacres qui ont été revendiqués même par certains groupes armés. Mais on n'a pas vu la CEDEAO s'indigner.
c'est là où il y a problème. Et c'est comme si il y a des gens qui sont en embuscade et qui attendent qu'au niveau de nos FDS là, qu'il y ait peut-être quelques dérives et puis on récupère ça comme du pain béni et on commence à exhiber et on commence à faire planer le spectre de la CPI contre ici de FDS. Le secrétaire général du CISC, Dr Daouda Diallo, qui parle de crimes de masse, invite les autorités politiques à plus d'implication afin de déployer tous les moyens nécessaires en ressources humaines et financières pour la manifestation de la vérité. L'Institut africain de management IAM Ouaga a 15 ans cette année. Pour célébrer ses noces de cristal, les premiers responsables de cette université ont décidé de marquer une halte pour faire le film des acquis et défis à relever afin de se projeter vers l'avenir. La conférence de presse annonçant les différentes activités de cette célébration s'est tenue aujourd'hui même au sein de la dite université. Des activités à découvrir dans ce reportage de Fatima Tanikima. L'Institut africain de management IAM, devenu l'Université de l'Unité africaine UA depuis 2020, célèbre ses 15 ans d'existence. Avec un effectif de 211 étudiants en 2007, l'Université de l'Unité africaine compte de nos jours plus de 1600 étudiants de différents pays. Et ce sont plus de 17 000 étudiants de plus de 30 nationalités qui ont fait confiance à l'UA durant ces 15 années d'existence, a laissé entendre Ahmed Moussa Diallo, président du conseil d'administration de l'UA. Pour célébrer donc toutes ces années de formation, les premiers responsables de l'université ont décidé de jeter un regard dans les rétroviseurs tout en pensant à des innovations. C'est de continuer à améliorer l'offre de services, l'offre de formation, et surtout introduire des certificats comme l'anglais et puis des formations, des certificats en informatique pour permettre à nos étudiants d'être plus performants et d'être proches des recommandations, des exigences du monde du travail. Parce que la vérité, c'est l'insertion des étudiants dans le monde de l'entreprise. Durant cette célébration des 15 années de vie, les étudiants de l'UA participeront à des activités qui leur permettront de mieux comprendre le monde du travail. Il est prévu de mai à novembre 2023 une quinzaine d'activités édificatrices selon Alioune Benga, directeur général de l'UA. Il y a le concours d'excellence pour les élèves des classes de terminale. Il y a le concours sur l'entrepreneuriat. Nous avons aussi la rencontre avec les modèles de réussite, le partage d'expériences donc avec les chefs d'entreprise. Donc vous voyez, 15 activités, c'est quand même beaucoup. Mais nous l'avons fait pour faire ressortir faire participer plutôt l'ensemble des acteurs qui ont participé à la création et au développement donc, de cette université. Parmi les activités figure également la mise en place d'un dispositif de certification pour renforcer les compétences des étudiants face aux défis actuels. La mise en place d'un centre de cas permanent de capitalisation des pratiques d'entreprises locales pour usage pédagogique et une œuvre caritative. Notons que l'UA compte aujourd'hui plus d'une vingtaine d'offres de formation avec 25 diplômes accrédités par le CAMES. La cellule féminine nationale du CERFI, entendée par là Cercle d'études de recherche et de formation islamique, ne veut pas rester en marge des actions pour le retour de la paix au Burkina. À l'occasion de la 8e édition du séminaire national des femmes musulmanes, elle a posé le débat, une occasion donc pour réfléchir sur leur contribution au retour de la paix et à la promotion de la cohésion sociale au pays des hommes intègres. Un rendez-vous du donner et du recevoir qui a connu la présence effective du médiateur du Faso. Le compte-rendu est signé Mamidriana Kamabo. Le séminaire national des femmes musulmanes est une biennale qui met la femme musulmane au centre des préoccupations majeures. Pour cette 8e édition, la question de sa contribution à la recherche de la paix et de la cohésion sociale était au centre des discussions. Pour Maminata Nana Bundaon, présidente de la cellule féminine nationale du CERFI, les femmes jouent un rôle important dans le processus de quête de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Ce séminaire est donc une occasion pour ces dernières d'être outillées davantage. La femme musulmane, c'est une femme qui peut réfléchir, qui peut apporter sa pierre à l'édifice de la nation. Et ce sera l'occasion, lors de ce séminaire-là, pour pouvoir s'affirmer
donner tout ce qu'il y a comme réflexion pour pouvoir en tout cas contribuer, nous allons à l'issue de ce séminaire, nous pourrons en tout cas avoir un document que nous pourrons soumettre aux différentes autorités concernant la contribution de la femme musulmane au retour de la paix dans notre pays. En plus de la question majeure de leur contribution à la recherche de la paix, plusieurs autres sous-thèmes ont été abordés. Nous avons la femme musulmane et culture de la paix, la contribution du numérique et à l'éducation des enfants dans une société pour un retour de la paix et du vivre ensemble. Nous avons les violences faites aux femmes, l'impact des violences faites aux femmes qui seront déroulées. Ce rendez-vous du donner et du recevoir permet aux femmes, notamment musulmanes, de mener à bien la réflexion sur leur rôle dans ce contexte de crise. Ces conclusions qui seront en tout cas ici de cette rencontre-là seront bénéfiques pour les réflexions futures, afin de poser au mieux la contribution des femmes dans la recherche de cette cohésion sociale et de la paix dans notre pays, et surtout les femmes musulmanes. Le président du CERFI, El Hadj Hamidou Yamego, a exhorté les femmes à libérer leur génie pour apporter des solutions innovantes, pratiques et durables à la résolution du problème sécuritaire. Nous vous amenons à présent à Canal Olympia Idrissa Ouedraogo au quartier Pissi de Ouagadougou pour découvrir ce film intitulé Marabout Chéri. C'est une réalisation de l'Ivoirienne Kadi Touré. En prélude à la sortie officielle en fin avril, l'avant-première de ce film a été projetée. Marabout Chéri raconte l'histoire d'un couple qui décide de faire recours à un marabout pour faire face aux difficultés qu'il traverse. Une véritable comédie romantique pleine de rebondissements contée par Maxime Jean-Urbain. 19h, ce samedi 29 avril, nous sommes à Canal Olympia Idrissa Ouedraogo au quartier Pissi de Ouagadougou. Décor exceptionnel, ambiance inhabituelle. À l'affiche du jour, l'avant-première de Marabout Chéri, un film de l'actrice ivoirienne Kadi Touré en collaboration avec Canal+. Le public, pour la plupart des acteurs du 7e art, est bien présent et en nombre. Dans la salle de projection, l'on s'impatiente. 20h, l'équipe technique du film fait son entrée avec en tête les deux principaux acteurs, Rose et Richard, de leur vrai nom, Kadi Touré et Cheikh Ivan. Marabout Chéri raconte justement l'histoire de ce couple parfait à qui tout semble réussir jusqu'au jour où un auditeur débarque dans la société de Richard pour auditer ses comptes. C'est le début des angoisses du couple qui décide de remettre son sort entre les mains d'un marabout pas comme les autres. Charismatique et séduisant, ce marabout appelé Marabout Chéri va s'atteler à écarter le danger. En complicité avec d'autres personnes, il réussira à vendre de l'illusion au couple et à prendre une place beaucoup plus importante dans leur vie. Il y a l'histoire du film pour dire que dans la vie, on doit confier son destin à une seule personne et c'est soi-même, pas à d'autres personnes. Pas à des vendeurs d'illusions. Alors l'idée de ce film, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je m'inspire généralement de faits réels, de faits de vécu des gens. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment passer des messages. Il y avait quelque temps une floraison, on va dire, des hommes de Dieu un peu partout qui faisaient beaucoup de choses à des familles. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un film ? Fruit de la coopération de différents acteurs, ce film se veut également pour la réalisatrice une belle leçon de collaboration entre les pays, notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la France. Pour Cheikh Ivan, présentateur connu, c'est une première et une belle expérience. À titre personnel, je dois avouer que je n'ai pas lu l'intégralité du scénario ni du script. Je me suis laissé guider par l'équipe de production, par la direction d'acteurs. Et je me suis fait le pari en fait de regarder la production en salle au même moment que les cinéphiles, que les spectateurs et les téléspectateurs. Question de voir un peu l'effet que ça pourrait faire et j'avoue que c'est une belle expérience en soi. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut faire attention à ceux qui se présentent comme des diseurs de bonne aventure, comme des gens qui font des miracles et tout. Il faut être totalement lucide dans toute chose et voilà, c'est ça la morale de l'histoire. Vous aurez affaire certainement à des charlatans une fois dans votre vie. Il faut faire attention, il faut regarder les choses avec beaucoup de prudence. Va bien accompagner ce film, va bien s'amuser comme ils sont amusés avec les trois Lascar. Comme vous avez pu le voir vous-même, c'est vraiment une belle histoire
qu'on ne va pas raconter. Et en tout cas, on invite les gens à venir voir ce film. C'est une belle comédie. En tout cas, c'est un grand moment de cinéma. Du côté des cinéphiles et surtout de l'avis des acteurs du monde du cinéma, ce film est simplement un chef-d'œuvre. Cette avant-première, pour moi, vient confirmer le talent, l'avenir du cinéma burkinabé, ivoirien, sénégalais, l'avenir simplement du cinéma africain, comme j'aime pas ce mot, mais du cinéma dans le monde entier. C'est un chef-d'œuvre académique. Vous voyez, le scénario, il est tellement simple, il n'est pas compliqué, ça ne donne pas trop de mots de tête. C'était un film magnifique. C'était un film magnifique, un film original qui se regarde, laisse regarder du début à la fin et à chaque étape on découvre des choses. Donc c'est une œuvre de belle facture, franchement de belles images, un scénario original, de beaux acteurs, des acteurs vraiment de talent. C'est un beau film. J'ai vraiment aimé. Je retiens de ce film que ce n'est pas l'argent qui retient peut-être une femme ou un homme dans un foyer. Voilà, il faut la confiance, il faut l'amour, voilà, réciproque de tous les côtés. Et j'aimerais dire à ceux qui sont restés à la maison, si tu as ton pain et qui ne t'a pas envoyé aller regarder le film Marabout Chéri, alors ton pain n'est pas croustillant. Véritable comédie romantique pleine de rebondissements, Marabout Chéri est un long métrage de 82 minutes qui traite de plusieurs thématiques dont le maraboutage, la corruption, le détournement, la manipulation, entre autres. Marabout Chéri est donc un cocktail d'humour et d'émotion pour les cinéphiles. Voilà, on parle sport à présent avec les échos de la 27e journée de Ligue 1. Majestic ST était face à l'AS Douanes ce week-end. Un match très important d'ailleurs pour les Gabelous qui avaient été rejoints au classement par Salitas. Après 90 minutes de jeu, l'AS Douanes l'emporte et maintient sa place de leader. Les temps forts de ce match, c'est avec John William Somda. Comme un air de soulagement dans la grisaille de Zignaré pour Kamomalo à l'issue de l'opposition contre le Majestic SC comptant pour la 27e journée du championnat de Ligue 1. Dans ce match de tous les dangers pour les Gabelous, provisoirement rejoint à la tête du classement par Salitas, les choses débutent de la mauvaise des manières. En effet, il ne faut que 5 minutes aux académiciens de Falcao pour trouver la faille par l'entremise de David Balima à la 7e minute. Le président de la section football de l'AS Douanes, Ali Guissou, fait la grise mine. Pourtant, il n'aura pas le temps de gamberger que ses poulains recollent rapidement au Marquois. Sur un coup franc décomposé à la 8e, Michel Batibo place un coup de tête qui ricoche sous la barre et retombe. Benoît Bado, l'arbitre de la rencontre, valide sous indication de son deuxième assistant Bourema Konseiga. Un but partout entre les deux formations, et cela malgré les protestations des joueurs du Majestic. La partie est relancée, mais les Gabelous se montrent davantage assoiffés. Après un jeu à 3 savamment orchestré, Michel Batibo file dans le dos de la défense du Majestic et s'en va tromper à l'Outraoré pour la deuxième fois de la soirée. Deux buts à 1 en faveur de l'AS Douanes qui profite par la suite d'un pénalty manqué de bienvenue au Dérogois à la 17e pour regagner les vestiaires sous une forte pluie. Un pénalty qui fera certainement parler au Majestic. Ouais, c'est de l'indiscipline parce que celui qui a pris le ballon, c'est pas un de nos tireurs. Je n'ai pas voulu trop réagir, mais je pense qu'il va apprendre à ses dépens. Après la pause, l'intensité baisse considérablement et les deux parties opèrent par des attaques sporadiques. Mais alors que l'on se dirigeait tranquillement vers une victoire de l'AS Douanes, Kaboubaka Sidiki Traoré profite des largesses de la défense des Gabelous pour remettre les deux équipes à égalité à la 82e. Le coup est dur, mais les poulains de Kamomalo parviennent à trouver les ressources mentales pour revenir. À 2 minutes de la fin du temps réglementaire, Hervé Diomandé offre la victoire aussi non sans profiter de la passivité de l'arrière-garde du Majestic. Pour les douaniers et 2 pour les académiciens dans un match où la différence sera faite au mental. Justement, c'est quand on est dos au mur que l'homme doit se révéler.
Voilà, je pense que vous avez vu le match ce soir. Ça n'a pas volé haut techniquement, mais dans l'envie, dans l'engagement, tout y était. Et puis il y a eu une belle réaction de mes garçons. Et c'est ce que je retiens. Et dans ce championnat-là, vous savez que l'adversaire direct, le concurrent direct, j'allais dire, poursuivant direct, a gagné hier. Il fallait que les garçons fassent le job aujourd'hui. Et je pense que nous gardons notre destin en main. Du côté du Majestic, c'est une défaite quelque peu difficile à avaler. Néanmoins, le club reste toujours optimiste dans cette course aux places d'honneur du championnat. C'est sûr, un match difficile pour nous parce que nous savions que l'adversaire était sous pression et nous on allait subir la pression. Donc il fallait se préparer. Je pense que les garçons ont répondu, même si on a commis quelques erreurs qui nous ont valu beaucoup de difficultés vers la fin. Mais dans l'ensemble, je pense que ça a été un bon match pour nous. On avait à cœur quand même de gagner ce match parce que, comme je l'ai dit là-bas, notre objectif c'est d'atteindre au moins les 40 points. Donc on pensait continuer ce soir encore avec une série de victoires ou de matchs nuls. Mais malheureusement, on a tombé sur une équipe qui était déterminée, qui était plus chanceuse que nous. C'est le football, donc on va se mettre au travail. Il nous reste 3 journées. On va essayer de les négocier à fond pour voir ce que ça va donner. Avec 58 points contre 55 pour Salitas, l'AS Douanes peut être sacrée championne avant l'ultime journée du championnat. Mais pour ce faire, il faudrait impérativement battre Salitas dans une semaine avant de souffrir une fin en apothéose lors de la journée suivante et boucler la boucle à Bobo face à Vitesse au soir de la 30e journée. Des nouvelles du Soudan avant de refermer cette édition. Après plus de 2 semaines de combat, c'est toujours la terreur. Le conflit a créé un désastre pour les soins de santé. Plus de 61% des instituts médicaux de Khartoum ont cessé de fonctionner et de nombreuses ONG se retirent en raison des attaques. Regardez. Le conflit au Soudan crée un désastre pour les soins de santé. Telle est l'inquiétante conclusion que tire le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour la Méditerranée orientale. Le docteur Ahmed Al-Mandari a fait le point sur la situation sanitaire au Soudan, où les affrontements meurtriers entre les forces de généraux rivaux sont entrés dans leur 3e semaine. Seuls 16% des établissements de santé fonctionnent encore dans la capitale Khartoum. En chiffres, environ 61% des instituts médicaux de Khartoum ont cessé de fonctionner en raison des attaques militaires directes, de l'occupation militaire de ces instituts et du licenciement de leur personnel. 23% des hôpitaux de Khartoum fonctionnent partiellement et 16% fonctionnent à plein régime. Telle est la situation sanitaire au Soudan, en particulier dans les zones de conflit. Jusqu'à ce que des coups de feu éclatent dans les rues d'El-Fasher ce mois-ci, la capitale de l'État du Darfour du Nord comptait plusieurs hôpitaux principaux, parmi lesquels le grand hôpital universitaire, l'hôpital saoudien, un hôpital pédiatrique et l'hôpital du Sud. Aujourd'hui, après 2 semaines d'effusion de sang qui ont vu le retour de la terreur dans la région, ces options sont réduites. De nombreuses personnes actives et formées dans le secteur des soins de santé fuient le Soudan. De nombreuses ONG et non-ONG se retirent en raison d'attaques directes. C'est un véritable désastre. Les observateurs craignent que les petits progrès réalisés pour résoudre les problématiques de santé du pays, de la faim extrême et de la malnutrition à la dengue et au paludisme, en passant par le manque généralisé d'installations sanitaires de base, ne soient anéantis par la guerre civile. Voilà qui met fin à ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie des programmes de True TV.